Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Jab Live, votre nouveau média consacré à la culture du MMA, de la boxe et des sports de combat en général. On est ravis et honorés aujourd'hui d'accueillir Monsieur Christophe Midiou, pionnier du MMA français. Pour un pionnier, j'étais obligé de sortir un suite de pionnier et avec lequel on va parler de Manon Fiorot. Vous le savez, on est sur ce début d'aventure de Jab Life, on est très concentré sur le title shot de Manon. Ce sera le 10 mai à Montréal pour la ceinture des moins de 57 kilos de l'UFC contre Valentina Shevchenko, la légende. Et Christophe Midiou accompagne aujourd'hui Manon Fiorot et Aldric Cassata dans la préparation de ce combat. Comment ça va, Christophe ? Magnifique, magnifique. Si je suis là, c'est que tout va bien. Exactement. On est à quelques jours de ce combat, de ce énorme rendez-vous pour le MMA français qui peut être historique si Manon devient la première championne incontestée représentante tricolore à l'UFC. Déjà, je voulais savoir, Christophe, de quand date ta première rencontre avec Manon Fiorot ? Est-ce que tu as souvenir de ta première rencontre avec Manon ? Je pense qu'il y a longtemps, les dates, je les sais plus exactement, mais il y a très longtemps au gym, avec Aldric. Aldric, je le connais depuis 30 ans, depuis qu'on est tout jeune. Et je voyais cette fille faire, je voyais toutes les choses que Aldric a fait depuis ces 20 dernières années, pour tout le monde, pour beaucoup de fighters, qui sont inconnus et qui commencent à être très connus, puis que les gens n'ont pas découvert encore forcément. Et il m'avait parlé de Manon. Et il m'avait dit, fais ce que tu as à faire, regarde, fais les choses, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, et puis on fera les bonnes choses pour les bons fighters au bon moment. Et le jour qu'on est à l'UAE, elle venait déjà depuis longtemps, on s'était rencontrés, on s'était présentés, tout ça, parce que la chose la plus importante, c'est comme que Manon, elle doit avoir envie de telle et telle personne à côté d'elle, parce que c'est pas forcément tout le monde qui... Il faut ressentir, tout simplement. Donc, on avait déjà fait la présentation et tout. Et le jour que moi, j'amenais Xavier, un Canadien pour la ceinture aussi à l'UE, Aldric, il faisait sa partie, il passait juste derrière nous. Et là, au moment où j'arrive, nous, on prend la ceinture, j'arrive, et je lui dis, frérot, faites ce qu'il faut, défoncez-le et tout. Il me dit, non, il me dit, où tu vas ? Tu pars pas. Il dit, va juste mettre l'autre t-shirt. Et là, je cours, il y a le frisson qui passe de partout, je mets l'autre t-shirt, et là, j'arrive, Manon était là-bas, et quand elle revient, elle voit que... Et là, elle sait que c'est maintenant que ça commence, quoi. C'était un bon souvenir. Donc Christophe, c'est ta relation avec Aldric qui a mené à cette relation avec Manon. En fait, il me l'avait déjà expliqué, Aldric, mais depuis des années, il t'avait dit, le jour où j'aurai vraiment besoin de toi, exactement, je vais te contacter. C'est ça qui s'est passé. Pour peu importe les fighters, les premiers qui vont monter, je te préviendrai quand il faudra. T'as pas de temps à perdre et tout, je les amène, je m'occupe de tout, et puis on fera tout ça au bon moment. T'as déjà été dans le coin de Manon, tu seras encore avec l'équipe à Montréal. Qu'est-ce que tu lui apportes à Manon dans son fonctionnement de fighteuse ? Je pense, moi je suis perfectionniste, je suis vraiment quelqu'un qui veut toujours la perfection, quoi. Et Manon, c'est une perfectionniste aussi, dans le sens, elle veut vraiment être à 100% pour le jour du fight. Et je pense que l'énergie, toute cette confiance, c'est-à-dire que j'apporte au fur et à mesure des jours, c'est-à-dire j'assiste au maximum de training, pour voir un petit peu tout son jeu globalement et apporter les petits détails. En fin de compte, j'ai vu que toutes les années que j'ai pu faire avec Georges autour de lui, je m'entraînais en premier pour pouvoir être 100% avec lui après. Quand on fait les mêmes trainings au même moment, les gens ne peuvent pas se rendre compte vraiment des petits détails. On s'amuse, c'est comme si moi j'irais m'entraîner avec Manon et je ne verrais pas ce qui se passe autour. Et en fin de compte, c'est les petits détails, c'est les choses qu'on ne peut pas apprendre par Internet, on va dire. C'est les petites choses qu'on doit s'arrêter à chaque petite faute que moi, je note, je vais regarder, et après, je prends Manon à part. Parce que c'est dur pendant un sparring, de relever, puis d'arrêter, t'es chaud. Et puis, elle a une habilité qui est exceptionnelle quand même de ce côté-là. Ce que j'aime au fur et à mesure des jours, ce que je vois, c'est qu'elle a un instinct comme, on va prendre les animaux, qui fightent entre eux, ils ont un instinct animal. Et les chats retombent sur leurs pieds, peu importe et tout. Et moi, j'apporte ces petits détails, en fait. Et c'est important, parce que moi, j'ai souvent dit, le diable, il est dans les détails. C'est une il est dans les qu'on détails, connaît. En fait. Et on peut avoir l'impression que c'est que des détails, que ça change pas grand-chose, mais en fait, au très haut niveau... C'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. C'est ce qui, au très haut niveau, que tu as dit les bonnes choses, c'est ce que j'ai vu, j'appelle ça les détails de champion. Comme on a fait avec Georges, et c'est là que quand on prend un détail de champion, c'est ce qu'on n'explique pas sur Internet. Quand je montre une technique, je vais te montrer une clé de bras, ou Aldric va te montrer une clé de bras, tu vas penser que c'est la même. Mais des fois, il y a des petits détails en plus. Et en plus, l'évolution du sport, il devient complètement fou. Donc, quand tu as une quinzaine ou que tu te retrouves dans des endroits où tu as 20 ceintures noires sur le tapis et que tout le monde, après le training, regarde puis qui dit, tu sais que ça marche plus depuis telle et telle époque. Maintenant, les gens, l'anticipation, l'évolution du sport, en fait. Et ces petits détails, c'est ce que j'apporte à Manon, sans déformer son style. Comme on vient tous du karaté, c'est magnifique pour nous, parce qu'on a à peu près tous la même base.
Et je sais ce qu'elle favorise. C'est-à-dire, moi, j'ai fait beaucoup de luttes et j'ai eu beaucoup de conseils de gens très forts en Russie qui nous ont apporté cette lutte toutes les années et tout, toutes ces 20 dernières années. Et Manon, je veux pas déformer son style parce qu'elle privilégie beaucoup le stand-up pour frapper, mais elle est forte en lutte, elle est forte au sol. Et moi, je veux juste apporter le petit détail ou même une variante parce que des fois, elle dit, putain, j'ai vu ça comme technique. Et là, tu me montres une autre, mais justement, c'est une variante. La personne, elle va bouger, elle va... Question de positionnement. C'est une question de positionnement, une question aussi de ton corps. Des fois, moi, je vais montrer en tant que poids lourd avant, je vais montrer une chose, puis c'est pas forcément adapté à une autre poids. Donc, sur des petits détails, tu peux avoir 100 détails sur la même technique, en fait. Et pour dire à nos auditeurs, mais moi j'ai assisté hier au Boxing Squad à une séance de PAO avec Manon et Jérôme Vollerin. Il y avait Christophe juste à côté de la cage et les petits conseils qu'il distillaient, c'était du bonbon, du petit bonbon. C'est vraiment, pour moi, les détails sont vraiment importants. Il y avait le training avec Georges toutes ces années et on se retrouvait après tous les deux dans la voiture et puis à l'appartement, comme on dormait dans le même appartement pendant des années. Et c'est là où on révisait. C'est là où lui pensait des fois avoir tout bien fait, il rentrait dans la voiture, puis je me souviens, il me disait, putain, comment t'as trouvé ça, Chris? C'était magnifique, j'étais bien. Et moi, j'avais le rôle du méchant. J'avais ce rôle-là que j'aimais pas forcément et tout, mais tout le monde a des défauts. Et personne ne fait les entraînements à 100% et 100% de réalité. Personne n'est parfait. Et c'est là que je lui cassais un petit peu son kiff, mais c'était que pour du bien. C'est-à-dire que lui, il pensait avoir tout fait, t'as fait un bon entraînement. Sauf il y a ça qu'il faut corriger. Et ces petits détails-là, c'est ce qui va arriver pendant le fight. Et on peut l'anticiper, en fait. Je lui disais, je suis pas un magicien, Georges. Mais ces petites fautes que tu as fait là, quand il a fait le fight, par exemple, avec Condit, pendant 2 mois de training camp, toutes les semaines, chaque samedi, quand on reproduit le samedi, comme le fight, il va être le samedi, on reproduit le sparring le samedi. Chaque samedi, il prenait un coup de pied, un high kick en pleine tête. Ou un mawashi-geri pour le karaté. Et les gens, beaucoup de personnes là-bas au training, je voyais Georges était mal, ou des fois il était quand même sonné, et puis beaucoup de gens tournaient un peu la tête comme genre, bon, on l'a pas vu. Ouais, genre on l'a pas vu. Non, faut pas l'ignorer. Et c'est là que moi j'intervenais, waouh, et j'applaudissais même, je disais magnifique. J'allais même à plus de choses, c'est-à-dire que moi je demandais au sparring, que je leur parlais un peu dans l'oreille avant, et je leur demandais de lui mettre. C'est-à-dire je lui dis, si t'es sûr que j'y mets lui, on est encore dans le timing, tu vas pas le blesser. Ouais. Mets-lui le coup de pied en pleine tête, parce qu'il passe. Fais ça. Quand il faisait le sol, soumets-le. Des gens comme Brolio ou tous les gens de New York qui sont extrêmement forts, qui viennent de John Danaher, tout ça et tout. Il y avait les gens de Renzo Gracie. Waouh, ils sont tous exceptionnels. Et moi, je leur demandais, ils me disaient, mais des fois, finis-le, s'il te plaît. Plus tu vas le finir au gym, moins il va se faire finir dans la cage. Dans la cage, il n'y a plus personne qui va le finir. Si on n'y a pas menti, si personne te ment pendant le camp d'entraînement, personne va pouvoir te finir. Ouais, amener de la réalité aussi. Amener de la réalité. Parce que dans le sens, Moi, Georges, j'ai jamais menti. Il y a des fois qu'on on tournait, puis on était dans le gym et il y a des gens qui regardent. Et j'ai des vidéos que les gens ne verront jamais. Et je faisais une clé, j'allais jusqu'à temps qu'ils tapent. Ils me regardaient, et j'ai dit, Georges, je me regarde pas. Ou tu tapes, ou je casse le pied. Et là, il me disait, putain, il arrivait dans la voiture après, il me disait, Chris, il me dit, putain, personne ne me fait ça au gym. Et j'ai dit, parce qu'ils te mentent alors. Et j'y a pas que moi qui te finalise. Et moi, j'imposais les gens comme Brolio qui sont extrêmement forts. Je lui dis, putain, t'es 10 fois champion dans ta discipline. C'est normal quand même que Georges peut pas finir tout le monde. Il luttait avec les meilleurs dans le monde. Il faisait le jiu-jitsu avec les meilleurs dans le monde. Il courait avec des sprinteurs qui vont aux Olympiques. Tu peux pas gagner ces gens-là. Si tu commences à gagner tout le monde, là, ça veut dire que les gens te mentent. Ouais. Et donc, moi, je faisais ça. Et des fois, il était mal. Parce qu'il était là, il dit, putain, je suis en surentraînement, Chris. Je dis, arrête de dire des conneries. Il n'y a pas de surentraînement. C'est juste que les gens te mentent plus. Sauf que toi, quand tu vas mixer, c'est toi, Georges Saint-Pierre. C'est toi le champion. Et tu vas battre tout le monde. Et personne ne va te finaliser. Parce que tous les meilleurs t'ont justement finalisé pendant 2 mois. Et maintenant, il n'y a plus personne qui te finalise. T'es prêt pour ce truc-là. Exactement. Et t'as dit un mot important tout à l'heure quand tu parlais de Manon. T'as parlé de perfectionnisme. Je sais que Manon est très perfectionniste. Je pense que Georges l'était aussi. Et en fait, quand tu apportes ces détails-là, je pense que tu les piques. Ouais. C'est-à-dire que je sais que Manon, elle aime bien finir une séance en étant très satisfaite de ce qu'elle a fait. Et je pense qu'en lui apportant ça, ça la remotive de dire, OK, il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des petites marches et des steps à passer. Ils ont 2 choses différentes qui sont, parce que ça se voit, c'est la marque de champion, mais exactement ce que tu as dit, ça les pique.
ça les fait un peu chier. Georges adorait travailler les drills. Manon est un petit peu différente, mais tu vois qu'elle va prendre ton conseil, elle va repenser, tu le retrouves une séance après ou 2 séances après, et elle refait. Simplement, elle a cet orgueil de champion comme Georges. Quand tu lui montres un truc ou que ça n'a pas fonctionné, elle se dit « Merde, pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» Et tu vois qu'elle veut chercher la perfection. Et ça, c'est ce que moi, j'apporte au maximum jusqu'au jour J, parce qu'au moins, ça me permet de savoir ce que je vais pouvoir dire derrière la cage. Parce que si on n'a pas de moyen de communiquer, ou même les petits trucs, maintenant, rappelle-toi, le petit détail, tac, 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 tac. Rien qu'en un mot, savoir. Exactement. Et après, ce qui me rassure vraiment, et ce que je vois au fur et à mesure des trainings, on arrive presque au jour qu'on va décoller, elle devient de plus en plus forte. Et en fin de compte, tous ces petits détails, on commence à voir que c'est encore une fois, comme je disais, son instinct de guerrière. Et elle est comme à peu près, on pourrait correspondre ça, pas pour rien qu'elle a le nickname The Beast, je pense. Elle a un instinct de survie là-dedans et elle fait des mouvements qu'elle ne connaît même pas, peut-être, mais qu'elle fait pendant le fight. Et c'est là qu'on voit, moi, ces petits détails-là. Je sais que Manon, les gens, ils n'ont même pas vu encore. Sa marge de progression, elle est énorme. Il y a encore des progrès à faire. C'est là qu'on voit qu'il faut qu'elle prenne cette ceinture. Et derrière, ce qu'on peut faire encore, c'est incroyable. Elle est exceptionnelle à ce niveau-là. Comme d'ailleurs, il y avait eu l'évolution avec Georges. Qui n'est pas le même combattant quand il prend la ceinture que quand il finit son règne. Exactement. Et c'est là que c'est le moment pour elle de prendre cette ceinture. Et que les gens se disent pas, elle a fini. Moi, j'ai vu la marge de progression parce que ces choses-là, on peut pas trop apprendre pendant le camp d'entraînement. On fait ce qu'on sait faire. On détaille les petits détails. On met un game plan au point, que tout le monde soit d'accord avec ça. Et puis après, ça sera après la victoire que tu recommences à travailler toutes ces choses-là. Et c'est là que moi, je note déjà tout pour le prochain step avant. Et c'est là que elle, quand tu la libères et que tu lui dis, maintenant, tu retiens plus les coups, c'est du 100%, je sais que c'est différent. Et c'est là où c'est très dur de l'amener au sol, c'est très dur d'avoir la distance pour la toucher. Elle est athlétique, elle est grave athlétique dans ce sport-là. En fait, elle aime pas perdre. Ça se voit vraiment. On le disait, c'est des mindsets de champion, ouais. Comme l'avait Georges. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres maintenant? Parce qu'un combat reste un combat. Elle peut perdre aussi contre Valentina Shevchenko, qui est une super combattante en face. On croise tous les doigts pour qu'elle prenne cette ceinture, Manon. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, que d'autres combattantes? Ben, ce qu'elle a, ce que je pense, moi j'ai appris ça à Georges, c'est la rigueur. Et la rigueur, tu peux avoir des gens très doués. Moi j'ai croisé des gens doués, exceptionnellement doués, dans le gym, et que tu dis, putain, le jeune, il va devenir exceptionnel. Et en fin de compte, si t'as pas de rigueur, tu peux pas être un grand champion. Et on voit qu'elle a des gens qui l'entourent bien. Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Aldric, qui fait un travail de fou, parce que lui, il est 24 heures avec. Aldric a cette rigueur. Aldric a eu ça toute sa vie. Il sait très bien. En fait, si tu es avec des gens qui ont connu ce sport, elle a la chance d'être entourée de gens, on s'est tous battus, on sait tous ce que c'est d'aller à une ceinture. C'est pour ça que je demande plus encore à Manon, ou comme j'ai demandé à Georges, parce que même si nous, on n'a pas eu la chance d'avoir cette ceinture du UFC, on sait ce que c'est d'aller à une ceinture. Et on sait la vie qu'on a eue, et justement, peut-être qu'on n'a pas eu... On est presque arrivé jamais à 100% dans un fight, avec un peu la vie de fou qu'on a eu dans ce pays. Quasiment aucun fighter n'arrive à 100%. Aucun fight à 100%. On est parti se battre avec des mains cassées, on a menti sur... plein de choses. T'as les côtes pétées, puis tu dis, je suis en forme. En fait, on le sait, nous, ce qui s'est passé. Les gens, ils te voient juste à la télé et ils savent pas ce qui se passe avant. La veille, je me suis battu avec un œil en moins, moi. Je voyais le mec en double, comme dans Rocky, on va dire. Faut taper celui du milieu. Et tu fais le main event pour la ceinture. Et moi, je fermais un œil pour le voir. Et quand j'ouvrais les deux, j'en voyais 2, 3. Et toutes ces histoires-là, on le sait entre nous. Et en fin de compte, avec Aldric qui est à côté, elle écoute vraiment, elle lui fait confiance à 100%. Et c'est cette rigueur. Si ça serait quelqu'un de feignant, ou qui se dit que c'est de la rigolade, non seulement nous, on sait ce qu'il faut pour aller se rendre à ce niveau-là, Manon le veut, elle a accepté d'écouter ça, sinon on serait pas là. Si demain, elle n'écoute pas à 100% et puis que tu dis non, moi je me repose aujourd'hui, je suis fatigué, tout ça, puis qu'elle dit c'est dur à l'amener, on serait pas là. On dirait bye bye, ciao, et puis bonne chance. Tu comprends? Moi, c'est ce qui m'a vachement marqué au fur et à mesure de ces années à découvrir Manon, c'est une bête de travail. Le dimanche matin, elle court derrière chez elle. Il n'y a pas un jour de repos, il n'y a pas de vacances. Les vacances, c'est même du travail en soi. T'avais déjà vu ça? Une telle éthique de travail? Juste avec Georges.
C'est Georges. Juste avec Georges. C'est le seul équivalent. C'est ce que j'expliquais aux gens. Georges faisait dans un training, faisait 3 trainings. Les gens s'en rendaient même pas compte. C'était comme énorme par jour, ça calculait. Quand je parle d'un training, c'est un gros training sparring, par exemple. Et puis à la fin, quand les autres sont assis ou qui font d'autres choses, il va refaire un training sur la balance ou sur les réflexes ou quelques drills et ça va refaire des 15 minutes. Et on reprenait la douche, on passait devant les gens, on allait manger et puis les gens étaient encore assis sur le tapis. Et c'est là que lui, il n'avait pas de temps à perdre. Manon, elle est exactement pareille, elle perd pas de temps. Elle enchaîne les trainings, elle mange vraiment le sport. Elle aime ça, elle aime découvrir ça. Et c'est là que nous, on kiffe parce que chacun lui apporte ce qu'il doit lui apporter. Si chacun de nous fait son rôle et lui raconte pas de conneries, Manon, elle arrive le jour J à 100% parce qu'elle nous fait confiance à nous. Donc, c'est ça aussi le truc. On peut pas avoir à lui mentir. Et c'est là qu'on doit être conscient de comment qu'elle est. Et la moindre petit truc, t'inquiète pas, ça va se guérir, fais-le. Ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Et elle aime le sport. Elle a une mission, en fait. On est tous en mission, comme on l'a dit. C'est même pas une histoire. T'as des gens qui aiment ce sport ou qui veulent être champions, que c'est un rêve pour eux et tout. Elle, c'est pas que c'est un rêve, c'est une mission. Et tous les gens qui l'accompagnent, tout le team de Aldric, c'est des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis revenu pour elle. Je suis revenu pour Aldric. Je suis revenu parce que tous les gens qui l'entourent pour ce fight, t'as Flavio qui est là aussi. Et tous les gens, on est des passionnés. On n'est pas là pour gagner quelque chose. On est là on est tous là pour gagner cette ceinture. En fait, on est dans le même train qu'elle. On gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Donc, toutes nos carrières à nous sont mises en jeu sur ce côté-là. Shevchenko, elle est très forte, c'est une des plus jeunes championnes qui a été titrée le plus, que tous les meilleurs dans le monde sont prêts à aider parce qu'ils veulent l'avoir gagnée. Et c'est là qu'on est... Tous, on va jouer notre jeu à 100%. Tous. Comme elle a dit ou que j'ai entendu sur les réseaux, c'est-à-dire en gros, celle qui perd part en retraite, quoi. C'est vraiment ça le truc. C'est-à-dire c'est un remplacement où c'est vraiment... Tu mets toute ta vie, tu mets toutes les années que tu as... Toutes ces dernières années qu'elle a donné tout pour être vainqueur et invaincu, va jouer sur cette ceinture. C'est ce qu'on dit souvent. Mais c'est le combat d'une vie. Mais là, c'est réel. C'est réel. Ouais. C'est le combat d'une vie, c'est le combat de toutes nos vies à nous. Tu l'arranges dans un même aéropage qu'un Georges Saint-Pierre, qui est un des plus grands champions de l'histoire de ce sport. C'est ça, être champion. C'est avoir cette rigueur, cette éthique de travail. Tu deviens pas champion sans avoir ça. C'est ça qui fait la diff entre ces gens-là et les autres. Parce que même, tu sais, on peut citer quelqu'un qui a mal fini dans sa carrière, Conor McGregor. Exactement. Quand il est au top, Conor, c'est une vraie éthique de travail. Conor, je l'ai vu. Il a changé après, l'argent est arrivé, mais à cette époque-là, c'est une bête de travail. Exactement. Je lui ai dit félicitations il y a 2 ans. Je lui ai dit, je suis vraiment fier de ce que tu as fait, même qu'on se connaît pas beaucoup. Avec Aldric, le jour où Aldric est parti se battre en Irlande, il y avait Conor qui était là. Et nous, on l'a entendu. On l'a entendu dire des choses que plein de gens rigolaient ou plein de gens se disaient, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il va être champion, ça, il va faire ça. Et quand moi, je l'ai recroisé à Dubaï il y a 2 ans de ça, il m'a dit, ta tête, elle me dit quelque chose et tout. J'ai dit avec genre, ah oui, on a parlé et tout. Et j'ai dit, en tout cas, félicitations pour ce que tu as fait. Ça fait mal au cœur de comment qu'il a fini. On peut pas savoir ce qui va se passer avec l'argent pour les gens. Mais en attendant, il a eu cette rigueur. Il a eu ça, il a montré au monde entier. Quand il a battu Eddie Alvarez, tout ça, c'est des choses incroyables. Masterclass. Quand il a battu José Aldo, t'as pas le temps d'aller aux toilettes, tu reviens, tu dis merde, je suis venu pour rien. En plus, c'était José, ça m'a fait mal au cœur. Et José, pour moi, c'est un des meilleurs au monde. Ce qu'il a fait toute sa vie, ce gars-là donnait pas un coup dans le vide. José Aldo, c'est incroyable. Sur 10 fights, moi, je le donnais 9 poids gagnant. Et ce soir-là, il a perdu. C'est incroyable. Ça m'a fait mal au cœur, moi. Parce que donc, c'est ça, les champions. C'est cette rigueur. Et les champions, c'est cette rigueur. Comme je voulais dire, en fin de compte, tu as des gens qui rêvent de ça. Tu as des gens qui aiment, puis qui vont training, traficoter, ou qui vont se dire, je suis fort, donc j'ai pas besoin de ça. Et dès que tu commences, Georges, par exemple, si on prend sa référence, en 30 ans, toute ma jeunesse que je le connais, jamais il a commandé un de ses entraînements. En disant... Ah, ça, je veux pas le faire. Je vais faire comme ça parce que machin, Georges, il mangeait les trainings. C'est une chose de fou. Et pour moi, la rigueur, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce qui fait la différence. Je dis à Georges, quand il a perdu avec Matsera, je lui ai dit, c'est pas grave. Tu peux perdre. En plus, quand tu perds une fois, c'est comment tu reviens qui est important. Il y a des gens qui perdent et qui reviennent jamais parce qu'ils trouvaient ça marrant, le MMA. Puis le jour qu'ils prennent des vrais coups, ils se disent, oh là là, ça fait mal. Et en fin de compte, on se rend compte que ces gens-là sont pas exceptionnels non plus parce que
la façon que tu reviens, c'est là aussi qu'on voit les grands. C'est pas juste donner des coups, le MMA, sinon ce serait trop facile. C'est comment tu les prends aussi. Donc il y a des gens qui sont incroyables. Encore une fois, José Aldo ou Marco Minic, si tu vois le fight José Aldo, Marco Minic au Canada, ça finit dans un truc, puis je sais pas si ça durait, si... Je pense que Marco Minic le finissait. C'était un fight incroyable pour moi. Ah, mais t'as raison, je rebondis, mais Aldo après McGregor, il y a plein de combattants qui se seraient écroulés. Et il revient à son âge et tout. Tu te fais KO'ter en 13 secondes. C'est là que j'ai dit à Georges, c'est pas grave, Georges. Ce jour-là, il avait fait beaucoup de fautes. Il avait sous-estimé. Il faisait des conneries. Moi, je partais me battre ailleurs. J'ai dit, tu vas être tout seul. Puis je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, tu sais quoi, Georges, si tu gagnes ce fight-là, t'es vraiment le meilleur au monde. Parce que c'est la première fois de sa vie qu'il me tape sur l'épaule et il me fait, Chris, t'inquiète pas, c'est un no-name. Moi, je dis le no-name, je pense pas trop, mais en tout cas, lui, il sait contre qui il va se battre. Et j'ai dit, tu sais quoi, briller une soirée, tout le monde peut le faire. Mais rester champion comme Georges l'a fait pendant ces années et puis plein d'autres, là, c'est dur. C'est là que tu vois le vrai champion. Et c'est justement comment tu reviens. Et c'est là qu'il est revenu après. Il a pris sa leçon, il m'a appelé, il m'a dit, putain, que j'ai fait le con. J'ai dit, tu sais, tous les gens que tu as autour de toi, c'est des fans. Et ces fans-là, ils sont en train de te dire, ces personnes, puis toi, tu as un peu sous-estimé, tu as fait la fête, tu as pris ça pour, on va faire des vacances à Las Vegas. Quand 10 personnes te disent ça, tu finis par y croire. Et tu finis par y croire. Et l'autre, justement, il savait contre qui il va se battre. Et il a brillé. Il a brillé. Et même s'il aurait gagné qu'une fois dans sa vie, il l'a fait une fois, voilà. Et c'est ça la différence. Et Manon, elle a ce truc, voilà, elle veut bien faire. Ce grand rendez-vous, Fiorot-Shevchenko, il aura lieu à Montréal, qui est un peu aussi ton chez-toi. On sait la relation que tu as avec Georges, avec le Canada. Pas pu faire mieux. Est-ce que tu as aussi joué un peu le rôle d'organisateur pour la team? Est-ce que tu leur arranges un peu le truc sur place et tout? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai tout mis en place là-bas. Les gens, ils nous attendent. Ils sont vraiment heureux de me revoir, moi, là-bas et tout. Et puis, en plus, amener Manon, tout le team à Aldric, du Boxing Squad et tout. C'est incroyable. Comme j'ai dit, il y avait tellement de pays où on aurait pu faire ça. Quand ça a été Montréal, moi, j'étais en Arabie. T'as dû avoir un petit sourire. Oh, j'ai dit, qui a choisi ça? Parce que c'est la maison. On va être chez nous, le public québécois. J'ai ressenti cette sensation toute ma vie. Je me suis battu combien de fois là-bas. Et comme j'ai dit à Manon, il faut se préparer. Tu vas ressentir un frisson là-bas. C'est incroyable. On n'aurait pas pu choisir mieux. Georges va venir un peu sur place? Georges va être là-bas pour commenter. Je sais qu'il a été appelé, il va être là-bas. Donc, on va entendre son nom, on va se sentir chez nous. On va être focus pour Manon, mais on va être à la maison. Tout à l'heure, tu m'as dit, je suis revenu pour Manon. Est-ce qu'il y a d'autres combattants qui t'ont approché? Est-ce que tu as refusé beaucoup de propositions de combattants? Et pourquoi que Manon? Manon, en tant que femme, vraiment, je kiffe. J'ai toujours choisi dans ma vie avec qui je vais. Je prends pas les personnes, j'ai jamais ouvert de gym vraiment. C'est pour ça que je fais confiance à Aldric. J'ai jamais vraiment voulu pouvoir entraîner tout le monde. Il y a plein de gens qui m'ont abordé dans beaucoup de pays dans le monde et tout. Et c'est la personne qui vient à moi, en fait. Je choisis vraiment à la pièce comme ça. Et quand Aldric m'a présenté Manon, déjà par son travail, tu vois qu'elle se fout pas de la gueule de personne, en fait. Tu vois qu'elle aime ça. Elle a une mission que je veux qu'elle réussisse. Aldric, comme j'ai dit, il mérite plus que tout le monde. Et les jeunes qu'il entraîne en vaut vraiment la peine. C'est comme je veux dire, j'ai vu depuis rarement dans un même endroit qu'est le Boxing Squad, autant de jeunes qui méritent l'intention. Vraiment, si je prends beaucoup dans le monde qui sont m'approchés ou que je reçois des SMS ou des emails, puis que des fois... T'en as reçu beaucoup quand même. J'en reçois pas mal. Et puis que les jeunes, je dirige directement Aldric parce que je sais que lui, il a l'œil pour ça. Il va dire tout de suite, Chris, on va perdre notre temps. Donc, je les redirige vers quelque chose de réel, vraiment un vrai chemin où le mec, je dis, si tu veux vraiment savoir si tu vaux la peine ou si tu as les qualités pour ça, va au Boxing Squad. Aldric va me faire le rapport et je serai là pour toi. Parce que tous les jeunes méritent l'intention. Le sport, il vaut vraiment la peine. On sait que ces gens-là, on vient pas de famille riche. L'argent, il tombe pas du ciel. Donc, peu importe le jeune qui va t'écrire, il vaut la peine d'avoir une réponse. Que tu lui répondes et que tu prennes le temps de renvoyer quelque part. Et en renvoyant Aldric, j'ai amené des jeunes, un petit Arménien qui venait du Portugal, et je lui ai dit, regarde, je peux pas m'occuper de toi, j'ai pas le temps. Et je sais que tu es amateur encore, et même... Mais j'ai la personne. Prends le temps. Cette personne-là va le faire même gratuitement. Aldric, il me dit, Chris, il est le bienvenu.
Il est venu avec sa famille une semaine. Et si ça vaut la peine, il va me le dire. Donc, tu donnes une réelle chance. Tu vas approcher quelqu'un comme Aldric qui a donné toute sa vie à ça. Tu vas avoir Virgin, tu vas avoir Axel, tu vas avoir tous ces gens-là, tu vas avoir accès pour tes yeux, tu vas en prendre plein la tête, tu vas te dire « waouh ». Et en fait, tu vas réaliser par toi-même, déjà, tu dis « merde, je pensais que j'étais fort ». Et là, tu arrives dans un gym concrètement, que tu dis, peu importe d'où tu viens, ou que tu as été au UFC, ou que tu as été, moi, ce que je vois des entraînements qu'Aldric il fait et que les jeunes se donnent, si personne ne lâche, et si tout le monde écoute vraiment ce team, ils ont tous une chance de réussir leur vie dans ce sport-là. Ou alors, je pense que lui, il perdrait pas le temps. Aldric, il dirait directement, il dirait, regarde, il y a tel cours pour les amateurs, vous servirez toujours aux autres, parce qu'on fait vite la différence. Il faut de tout. Il faut des gens très forts dans le gym, mais peut-être que par leur comportement ou le stress, ils n'arrivent pas à le canaliser. Et donc, ces gens-là, c'est des gens qui sont extrêmement forts au gym, mais qui dépasseront jamais le gym. Et ceux-là, par contre, peuvent servir aux fighters professionnels. Et on en a besoin. Donc, c'est là qu'on doit faire la différence. Pas les abîmer. Leur dire, reste à ton travail. Perds pas de temps. Et tu t'amuseras un petit peu. Tu feras quelques petits trucs, mais tu n'as aucun avenir là-dedans. Et c'est à eux de le réaliser avec des gens comme tu vas t'entraîner avec Axel ou Virgin et puis tu réalises vite fait, bien fait si t'es fait pour ça ou pas, quoi. Les mecs à leur âge, c'est des machines de guerre déjà. C'est pas pour rien qu'ils ont les ceintures. Et donc tu passes au boxing squad et puis je pense que t'as le rapport avant qu'Aldric qui vienne te voir. T'as un rapport vite fait, bien fait de ta vie et puis de ton chemin. Et il va te donner le vrai chemin. Et si tu l'écoutes, on le connaît, le chemin. On le connaît par cœur. On a fait ça toute notre vie. Après, c'est la jeunesse, des fois, qui fait que tu as envie de faire un peu n'importe quoi. Donc, si tu veux faire un peu n'importe quoi, on va te laisser aller faire n'importe quoi. Et on va s'occuper que des personnes qui veulent ce chemin, que je dis tout le temps est un peu plus long, mais plus sûr. On sait que tous les amoureux du combat et du MMA qui nous regardent, je pense qu'ils sont passionnés par tes discours, Chris. On sait que toute ta carrière, t'es beaucoup connu pour avoir été le mentor, entre guillemets, de Georges Saint-Pierre, mais t'as aussi ta carrière de combattant pionnier. T'as combattu à l'UFC, t'as combattu dans les plus grandes orgas de l'époque, le K1 Dynamite. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de combattant, Christophe? J'ai deux questions. Ton meilleur souvenir et ta plus folle anecdote. Parce que c'était une époque où le MMA n'était pas du tout moderne comme aujourd'hui, où c'était très à l'arrache pour parler français. Wow. Donc ton meilleur souvenir et ton anecdote la plus folle. Les meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand t'as la victoire. Les victoires, peu importe les victoires que tu as eues, j'ai des souvenirs. Mais on était complètement dispatchés. À cette époque-là, tu ramassais un coach, c'était un ami. Tu allais pratiquement à l'arracher. Tu savais que tu allais te battre dans une semaine. Il fallait prouver qui tu étais. Les gens, quand moi j'ai abordé au Canada, les gens ne savent pas vraiment qui tu es. Tu devais te trouver un fight quelque part, puis montrer que c'est pas un danger pour toi d'aller dans une cage avec des professionnels. En gros, c'était comme un travail. Quand tu veux un travail, on te demande une adresse. Quand tu veux un appartement, on te demande un travail. Et il fallait trouver une solution. Et là, tu te retrouves propulsé je me suis retrouvé dans la réserve indienne au Canada avec des monstres du sport, comme il y avait Tom Erickson à ce temps-là. Tu voyais 10 finishes, soumission verbale. Tu te poses même la question, tu te dis, qu'est-ce que c'est cette soumission? T'as pas le temps de taper, que tu cries tellement que t'as mal. Et cette adrénaline, là, quand je me retrouvais dans la cage, c'était vraiment dans les réserves indiennes, justement, où il y avait Georges, parce qu'il est dans une petite maison là-bas, qu'il habitait avec sa famille. Et que là, tu voyais vraiment ce peuple indien, les vrais Indiens. Et que là, quand on m'a emmené là-bas, j'avais 3 fights dans une nuit. Et je rigolais tout seul. Parce que j'ai dit, putain, quelle expérience. Tu vas où? Je voyais ces petits Indiens qui venaient me voir. Moi, j'allais me battre. Tu savais pas encore avec qui tu vas te battre presque au dernier moment. Tu sais que c'est après-demain et tu te retrouves là dans un vestiaire, dans une patinoire qui te met une cage. T'as un tournoi et tu dis, je rigolais tout seul parce que mon pote, même mes amis qui m'accompagnaient, c'était mes élèves, et ils savaient même pas quoi faire. T'avais pas de vaseline, t'avais rien. L'autre, il met de l'eau quand t'es ouvert, que t'as du sang. Tu dis, putain, tu vois plus clair. Tu dis, laisse tomber. Stéphane. Stéphane, c'est le premier Québécois qui a été champion du monde, Stéphane Potvin. Et quand moi, je me battais, il me disait, t'es un malade. Il me dit, Et un jour, je lui dis, tu sais, moi, je fais ça pour toi, là, te montrer le chemin. Mais un jour, c'est toi qui vas te battre ici, devant ta famille et tout ça. Et on l'a réalisé. Et c'est vraiment le premier Québécois qui a pris la ceinture mondiale. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées entre-temps. Et pour que les gens se rendent compte, désolé de te couper, Christophe, mais je sais que tu m'arrêteras si je dis une bêtise, qu'à l'époque, pour montrer c'était quoi le côté je vais prendre un combattant sans savoir, t'as pris Fabricio Werdum, futur champion UFC,
À 3 jours près, c'est ça? À 3 jours. Short notice de 3 jours? On me demandait, en plus, on te retire, quand tu te prépares, on te retire, on te dit que quand tu arrives là-bas au Maroc, il n'y a plus de coups au sol. Le mec est 5-6 fois champion du monde de jiu-jitsu, bref. On trouvait plus d'excuses à cette époque-là. C'est-à-dire, tu sais que tu n'avais pas le temps de te préparer. Après Fabricio Werdum, je suis parti 5 jours après Marseille, Miami. Et je faisais le main event au Rumble in the Rock, je pense, ou une autre organisation, je ne sais plus, à Miami, et que je prenais Antoine Johan pour le main event pour la ceinture. C'est fou quand même. Et tu passais d'un événement à un autre sans... Tu ne trouvais pas d'excuses. T'aimais te battre. Comme j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait le maximum dans les conditions que j'avais pour ouvrir les portes, justement, pour savoir ce qui est bien. Comme on dit, tant que tu n'as pas essayé une nourriture, il y a des gens qui disent « Ah, ça, j'aime pas. » Ouais, mais tu n'as jamais essayé. Donc, j'ai essayé, j'ai ouvert les portes, justement, et c'est pour ça que dans des moments critiques dans le sport, c'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire... On a tous connu les ceintures, je sais ce qui a pas fonctionné, je sais les fautes qu'on a fait, mais on n'avait pas le choix. Et c'est pour ça que maintenant, je peux donner vraiment le bon chemin pour les fighters. Et c'est ce que j'ai reproduit pour Georges. Comme je lui ai dit, un jour, il a amené des gens, puis à chaque fois, il n'est pas bon en coach. Et il m'a dit, je comprends pas, Chris, toute ma vie, tu as trouvé les mots. Comment tu fais pour ça? Je dis, la première chose, j'ai jamais douté de tes capacités. J'ai jamais accompagné quelqu'un en pensant, putain, il va se faire défoncer. Si je pars avec Manon et que je suis dans l'avion, c'est-à-dire que je sais qu'elle est à 100%, et puis je sais que nous, on y va tous ensemble, il n'y a aucune jalousie. C'est le pire des choses quand les gens, des mauvaises personnes autour de toi. Et j'ai dit à Georges, notre secret, il est là. J'ai jamais douté de toi. Je suis à 100% avec toi. Et j'y ai fait toutes les fautes que j'ai fait, comme je lui ai dit, Georges, je dis, moi, j'ai pris à droite, et j'ai pris une porte en pleine tête. On va aller à gauche. On va aller. Et le chemin, je lui ai dit, on s'est retrouvés un jour confrontés, et c'était cette anecdote-là, comme tu voulais une anecdote, c'est le jour où Georges il passe du Canada au UFC. Et en fait, du TKO au UFC. Et en fait, Stéphane Patry, qui était l'organisateur, le boss du TKO, il a fait venir Pete Spratt. Moi, je faisais le main event, je pense, où c'était Georges et moi, j'étais sur la même carte. Et en gros, on est comme une famille. Tous ceux qui allaient se battre ce soir-là, on est tous une famille. Et j'arrive à 3 jours du fight, j'arrive dans le gym, et Georges, il était mal. Tout le monde était en train de parler autour de lui. Et puis Georges avait un peu les larmes aux yeux. Et je dis, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Et les mecs, tout le monde, c'est la chance de ta vie, Georges. Et dès que tout le monde s'arrête de parler et tout, je dis, Georges, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. J'ai le genou qui est gonflé. J'ai le genou. Je pense qu'il y a un problème au genou et tout. Je regarde son genou, il est avec plein d'eau dedans et tout. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, on annule ton fight. Et il me regarde comme ça. Il me dit, Chris, il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, regarde, je vais t'expliquer un truc. Mais il me dit, toi, Chris, tu vas te battre après-demain, t'as les côtes cassées. Moi, j'avais les côtes cassées. Je dis, je t'explique un truc. Moi, c'est moi. Ce que j'ai fait toute ma vie, je l'ai fait parce que j'ai pas eu vraiment le choix et tout, puis je l'ai choisi. Et je l'ai fait justement pour que quelqu'un comme toi devienne champion, Georges. Et ne le reproduise pas. En fait. Et ne le reproduise pas. Je l'ai fait, c'est pas bien. Il me dit, toi, t'es un guerrier, regarde, tu vas te battre samedi, t'as les côtes cassées. Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai perdu, j'ai pas le choix. Toi, j'ai fait justement pour que ton chemin il soit différent. Alors déjà, je vais annuler mon fight. Je vais annuler le tien pour te montrer les choses. Il me dit, Chris, j'y laisse-moi faire. Et pour qu'il prenne la bonne solution, parce que tous les gens autour de lui lui disaient que c'était la chance de sa vie et tout le truc, et que ça allait être facile, bref, je lui ai dit, Georges, tous ces gens-là, malheureusement, eux, ils se reconnaîtront s'ils écoutent, c'est ça, hein, donner les noms. Tous ces combattants-là, je lui ai dit, une fois dans notre vie, ces gens-là étaient en face de nous. Nous, on a été toujours du même côté de la cage. Et ces gens-là qui disent que c'est la chance de ta vie, ces gens-là ont perdu 1 ou 2 fois. Ils ont été nos ennemis pendant une nuit. Et que tu les as battus. Et là, ils te disent, il n'y a pas de chance de ta vie. Et il me regarde, il me dit, Chris, j'ai emprunté l'argent à ma mère. J'ai dit, écoute, on n'a pas d'argent, on se débrouillera, on remboursera ta maman, on va partager les bananes en deux. On trouvera une solution. On va trouver une solution. Laisse-moi faire. J'ai appelé Stéphane Patry. On s'est un peu engueulé. Et j'ai dit, écoute, Georges, il peut pas se battre. Tu me gâches la soirée. J'ai fait venir Pete Spratt justement pour qu'il soit connu. J'ai dit, c'est très bien, je te remercie beaucoup. J'ai mis $40,000. Écoute, tu veux que Georges perde ou tu veux qu'il gagne? Annule, t'as pas le choix. Il se battra pas d'une manière ou d'une autre. Sinon, il se battra pas d'une manière ou d'une autre. Et J va revenir dans 3 mois. Donc Georges a eu du mal. Il a fait la conférence. Il a annulé. L'autre a rigolé. Il a fait un peu. J'ai dit, Georges, on s'en fout. T'as pas peur? J'ai dit, tu allais te battre avec lui, c'est ton genou que t'as mal, t'es pas en train de me mentir. Non, il me dit,
On remet ça dans 3 mois. Et je sais ce qui s'est passé 3 mois plus tard. Il a remis ça dans 3 mois, l'autre a rigolé. Boum, ça a duré 30 secondes. Et c'est le dernier combat de Georges avant de passer à l'UFC. Georges passe à l'UFC, et puis Sprat arrête sa vie. Et puis c'est comme ça. Et si je l'aurais laissé faire ça, et c'est là que je lui ai dit, fais les bonnes décisions. Et moi, mon rôle à moi, c'est de te faire le bon chemin. Le chemin que tu m'as dit, je suis un guerrier, tout ça, c'est bien, mais ça fonctionne plus pour les temps modernes. Et autant qu'on est là pour arriver au UFC et faire les choses, tu pouvais pas te permettre d'avoir 10 défaites ou 10 choses. Avant, les gens ne regardaient pas. T'allais te battre, gagnant ou perdant, il fallait revenir. Donc, non, mais c'est des grandes phrases, c'est un peu, c'est-à-dire, t'es un guerrier. À un moment, c'est une carrière professionnelle à mener. Et c'est carrière. Et c'est là que nous, on n'avait pas le choix. On est passé du vieux MMA, on va dire, à la route que je lui ai dit, genre, justement, les erreurs que moi j'ai fait, je veux pas te les faire à toi. Très intéressant ce que tu me dis là, parce que c'était un de mes derniers thèmes. Tu dis, on est passé du vieux MMA. Toi, t'as connu le MMA vraiment des pionniers, quasi pas de règles, la structuration très compliquée. Pas de gants, rien du Ensuite, t'as accompagné Georges dans un moment qui a été un des moments d'explosion du MMA. Exactement. L'époque de Georges, d'Anderson Silva, de John Jones qui commence à arriver. Exact. Ça a beaucoup explosé. Et maintenant, t'accompagnes le MMA moderne en étant dans l'équipe avec Manon Fiorot. C'est quoi ton œil sur l'évolution du MMA? Moi, j'ai souvent dit, et comme ça, après, tu me donnes ta réponse, j'ai souvent dit, il y a un côté du MMA moderne qui m'embête. Parce que ils sont bons partout et ils deviennent moyens partout. Alors qu'à l'époque où il y avait des spécialistes, il y avait des match-ups qui me faisaient plus vibrer. Par contre, aujourd'hui, au très très haut niveau, des Topuria par exemple, je suis en admiration devant ce qu'ils sont capables de faire et leur jeu global de MMA. Incroyable. Mais c'est quoi, toi, ton œil sur cette évolution-là du MMA au travers des années? Pour moi... C'était mieux avant, pour faire simple ma question? Il fallait le faire. Pour moi, c'était mieux avant dans le sens... Il y avait cette adrénaline, il y avait on voulait tous comparer un style à un autre. Chacun choisissait un art martial, et puis tu étais là en train de te dire le mien est meilleur. Et on a fait ce MMA en fait. En fait, c'est les vieux qu'on fait ce MMA. Et les gens comme moi, tous les vétérans qui ont justement fait un mix, que nous on a dû voyager dans la planète entière pour essayer de prendre le meilleur et donner aux nouveaux jeunes justement un style que maintenant c'est du MMA qu'on dit. À cette époque-là, on disait Valetude ou on disait du free fight. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont dans les salles et ils commencent le MMA. Et c'est pour ça que tu peux rendre maintenant un jeune qui est très fort en 3 ans, mais justement, il est plus vraiment conscient de la violence que ce sport-là a apporté. À mon époque, quand tu allais te battre, fallait s'accrocher. C'était des gens violents aussi, parce que t'avais pas toutes les solutions dans le fight. Là, Manon, elle va se battre, elle est complète, comme on dit. Les nouvelles générations, quand on voit Axel, quand on voit Virgin, Manon, tout ça, waouh! Et même ce qu'on a fait tous ensemble, tous les coachs autour de Georges, ce qu'ils ont fait, wow, chacun apportait son petit grain de sel, qu'on dit, de science, et tu fais des machines de guerre. Et quand on voit Ilia maintenant, Topuria, le mec, il jette pas un coup dans le vide. Il est bon, on peut même pas dire il est bon, il est excellent dans tout. Il vient de la lutte au sol et il a une boxe incroyable. C'est incroyable, on croirait presque à un jeu vidéo. On croirait presque quelqu'un que... Il faut le même en face. Et celui qui fait une faute, en fait, ça joue sur une faute ou un réflexe. Ou que t'es mal ce jour-là, tu t'es mal réveillé pour perdre. Parce que ces gens-là, c'est incroyable. La nouvelle génération, c'est ça qui est devenu meilleur maintenant. À notre époque, c'était excellent. Tu avais cette adrénaline, tu voyais vraiment les warriors qui voulaient voir, parce qu'il fallait cette comparaison de style, justement. C'est comme ça que la famille Gracie a apporté leur jiu-jitsu. C'est la base de ça. Et qu'il y a eu l'évolution, parce que sinon, on pensait tous que la boxe anglaise ou le kickboxing, la boxe thaï, tu mets un coup. Et on s'est rendu compte, on a même rendu un sport violent, presque intelligent. Tu comprends que vraiment, quand on parle de ça à Georges, lui, il va te dire vraiment... Ah non, parce que le but du jeu maintenant, c'est pas de prendre plein de coups plein la tête, c'est justement d'être dans une zone violente. Combattre intelligemment. Et combattre intelligemment, et même rendre, quand moi je vois des fights, même à mon époque, j'ai réussi à faire ça. À gagner des fights, à prendre aucun coup, à finir en soumission. En 31 secondes, t'arrives à placer 10-15 coups très violents, et que toi, t'es ressorti de là-dedans. Donc ça, c'est incroyable. Les gens qui apprennent ça peuvent canaliser la violence. Et c'est pour ça que quand tu te bats avec quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas les capacités de faire ça, ben tu rends quelque chose de violent, non violent. Parce que la violence, en fait, c'est 2 espèces de bourricots qui se tapent dessus, et que justement, ils bloquent pas, ils anticipent pas, il n'y a pas de distance, donc c'est très violent. Donc, on a rendu quelque chose pour la nouvelle génération, des jeunes, filles ou garçons,
que tu peux empêcher cette violence. Si tu fais 3 ans à des jeunes, maintenant, ces gens-là vont être capables, pour la suite de leur vie, de se défendre, tout simplement. Et aujourd'hui, si tu conseillerais à un jeune par rapport à sa méthode d'entraînement, tu serais plus fait du MMA global ou fait quand même chaque spécialité, progresse dans chaque spécialité avant de tout mixer dans ces transitions? Ça, c'est la meilleure question. Dans le sens, commence par le MMA, tu fais du MMA pour avoir un a priori de ce que tu veux faire dans la vie. Ou si le jeune, il est certain de vouloir se battre, regarde ça avant de faire quoi que ce soit, puis après, tu peux te rediriger et prendre ta bonne direction à toi. Ensuite, spécialise. Ensuite, spécialisé. Ouais. Par contre, si tu veux être un grand champion, oui, c'est là où moi, je conseille, faut mettre le kimono. Ouais. Faut aller lutter avec des lutteurs. Le truc, c'est qu'il peut y avoir des professeurs ou des vétérans comme moi qui sont un petit peu bons dans toutes les choses et qui peuvent te faire un bon combattant MMA, mais il faut quand même maintenant, au niveau que le UFC est rendu et que tu vois des gens comme Topuria, Aldric, au niveau où il est, parce qu'il est entre 2 générations, la mienne et l'autre, il est fort dans tout. C'est une excellente black belt dans toutes les choses, sauf que les petits détails qu'on peut apporter. Moi, j'ai le tour du monde qui m'a apporté tout ça, et des gens très hauts dans tous les domaines, mais si on s'arrêterait juste au MMA, on n'aurait pas ça. Et pour devenir comme quelqu'un comme Topuria, il faut qu'il aille chercher le spécialiste. Va lutter avec des gens olympiques. Topuria le fait d'ailleurs, il en a parlé. Le fait. Comme Georges faisait, prends les meilleurs en jiu-jitsu, fais-toi soumettre. Mets le va kimono. Faire de la boxe avec des gros boxeurs. En fait, ce que moi je conseille à tout le monde, pour être un des plus grands champions de MMA au monde, va dans les gyms et va dans ton gym et que tu parais presque même le moins bon, et au fight, tu seras le meilleur. Si dans le gym, tu es le meilleur dans tout, c'est qu'il y a une couille. C'est qu'il y a un truc il manque des gens. Il manque des gens qui sont vraiment lutteurs olympiques. Jiu-jitsu, 3-4 fois champion du monde en black belt. Et que là, en fin de compte, ils te soumettent et que là, toi, tu redescends de la terre. Tu sais, il y a une anecdote en lutte avec Georges. La lutte est très, très forte à Montréal. Le monsieur, il s'appelle Victor Zeberman. Son fils, il s'appelle David Zeberman. Et il a fait les Olympiques il y a une dizaine d'années de ça, je pense. Il représentait le Canada. Ces gens-là, quand on est arrivé au Canada à Montréal, le wrestling de Montréal, il est vraiment excellent. Il y a aussi le champion olympique, un Roumain. Bref, tu vas dans un gym où ils s'entraînent 3 heures par jour. Les gens sont excellents. Et là, nous, on est arrivés là en tant que fighter d'MMA, avec Georges et puis plein d'autres. Et on pensait qu'on était fort. Et là, on se rend compte là-bas, en fait, que t'es pas bon. Donc, ceux qui se vexent, ils partent. À un moment donné, cette personne-là, il nous aime pas vraiment. C'est-à-dire, il se dit, putain, qu'est-ce qui m'apporte ces gens-là? Donc, il te laisse un peu sur le tapis, les 3 heures. Et nous, on est là, et ce gars-là, il est assis. Et il t'appelle, genre, à 10 minutes de la fin. En fait, quand il voit que ça se calme ou qu'il se fait chier, il dit à son fils ou à... Moi, je me rappelle, c'était mon partenaire, David, parce que, justement, il était mon poids, c'était un 100 kilos, c'était un poids lourd. Et il disait, vas-y, prends l'autre, va, pour l'amuser 10 minutes. Tu comprends? Et avec Georges, tout le monde partait. T'attends 2 heures comme un con comme ça. Et un jour, Georges, il me dit, putain, Chris, il me dit, putain, tout le monde part et tout. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, ils veulent pas que... Je dis, Georges, c'est nous qui avons besoin de lui ou c'est lui qui a besoin de nous? Je dis, reste là. Déjà, rien que par les yeux, quand t'es intelligent, t'apprends des choses exceptionnelles. Des détails, justement, que ces détails-là, on en a besoin. Et justement, les personnes comme Manon, les personnes comme Georges, tous les meilleurs dans le monde ont besoin de ces vieux-là qui se lèvent et puis qui te montrent un truc. Tu dis, waouh! Moi, je trouve ça, ils ont des mains en or. C'est-à-dire, le mec, tu n'arrives pas à sortir et le mec te dit, espèce de fou. Tu mets la main là, tu fais ça et là. Et là, tu dis, waouh, c'est presque de la magie pour nous. Moi, je capote. T'es dans une solution, t'es les bras emmêlés et le mec, il vient et te montre d'un simple petit placement de main. Il te régale. Et là, j'ai dit, je m'en fous, moi. Je reste planté debout, je regarde pendant 2 heures, et il me fait profiter 40 minutes, ça me suffisait. Et Georges est devenu vraiment fort dans la lutte. On a fait notre chemin là-dedans, on est resté. On a eu le respect. Ces gens-là, au début, je me rappelle que moi, cette anecdote-là, ils te regardaient même pas. C'est une école olympique, donc eux, ils font leurs choses. Ils savent que t'es MMA. C'était pas vraiment pas vraiment connu non plus, donc ils disaient en tout cas, ils nous considéraient ni comme des lutteurs, ni comme rien du tout, tu comprends? Et même, moi, je me rappelle une anecdote avec le fils, tu rencontrais dans la rue à cette époque-là, et je disais, oh putain, il est là. Mais personne se parlait, c'est pas tes amis, tu comprends? Et un jour, il arrivait avec un cadeau.
Un jour, il est arrivé avec un truc, et je dis, putain, il y a une bombe dedans, ou qu'est-ce qu'il veut? Et David il me regarde et dit, tiens, c'est un cadeau. Et mon père, il a dit, tu peux dire que tu es un lutteur maintenant, que tu fais de la lutte. Et il y avait un t-shirt marqué Montréal Wrestling et tout. Et là, t'es fier en même temps et tu le mets. Et ces gens-là, comme tu dis, pour avoir la confiance des gens, il a vu que tu étais là. Ouais. Tu étais là tous les jours. Tu les as pas blessés. Tu es redescendu un peu de ta terre que tu penses que tu connais mieux que tout le monde. Et puis tu t'adaptes. Et puis tu progresses. Et puis Georges, maintenant, les aide même. Il fait des aides financières. Il est devenu vraiment proche. Et c'est les personnes qui valent la peine. C'est-à-dire, tu vas dans ce gym-là et waouh, ton niveau de lutte, là, t'es presque... Georges aurait pu presque, je pense, aller aux Olympiques. Sauf, il a jamais voulu faire le mélange. Il s'est consacré tout le temps, même avec la TV, tout ça, les films. Il a fait sa carrière, il a arrêté sa carrière et il fait les autres choses qu'il aime après. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, Aldric est là pour Manon. C'est une des choses les plus importantes qui est dure à faire. Manon, pour qu'elle soit champion, faut retirer, parce que tous les gens vont se jeter sur toi. Quand tu commences à être connu, on te veut pour tel film, on te veut pour telle chose. Et c'est là qu'elle a vraiment de la chance d'avoir les bonnes personnes autour d'elle, que tu dis, regarde, tu perds, demain, on voudra plus de toi. Attends, ces gens-là, ils vont attendre. Et Netflix et tous les autres, eux, ils sont pas là pour toi. Ils voient pas le travail que tu fais. Prends cette ceinture, défends cette ceinture. Prends ta retraite au bon moment. Enjoy ta life, en fait. Il me reste 3 questions, Christophe. La première, on reste sur l'évolution du MMA. On en a parlé un peu avant l'émission. Toi qui as fait des tournois, est-ce que t'aimerais, moi je suis un des défenseurs de dire, j'aimerais bien que reviennent les tournois en une soirée. Par exemple, à l'UFC 314, quand la ceinture des moins de 66 était vacante, j'aurais adoré que les 2 premiers combats de la soirée soient des demi-finales et que le dernier combat de la soirée soit la finale pour la ceinture vacante. En plus, ça aurait mis beaucoup plus d'yeux sur le début de l'événement parce que tout le monde aurait voulu voir les demi-finales. Est-ce que t'es un défenseur de l'idée de revenir à des tournois? Alors, faudra trouver la formule, le nombre de rounds pour les trucs, parce que c'est compliqué, les commissions médicales, les dangers physiques. Mais est-ce que t'aimerais qu'on revienne à ça? Moi, j'aimerais, j'ai participé à ça. J'ai fait jusqu'à 3 fights et puis même 4 fights en Corée. 4 fights en une soirée, en une soirée. Hein, oui. Et la différence pour moi, ça après, c'est un autre challenge. Tu peux être fort en une soirée. Quand on voit des gens qui ont accompli des tournois, pour moi, un des noms qui me revient toujours, Gérard Musashi. Pour moi, c'est une légende. Pour moi, là, avoir finalisé la même soir, ces 3 personnes en moins de 5 minutes, comme Jacare, qui est un monstre. Manoef, qui est un monstre du MMA. Et Denis Kang, qui est mon ami, et que je sais le niveau. Rien que se taper Denis Kang pendant 3 rounds et le finir, c'est déjà presque un rêve pour la moitié des 70% des fighters. Finir ces 3-là dans la même soirée, sans émotion, comme si c'est normal, ce gars-là mérite une ceinture de quelque chose. Ouais. Une ceinture de tournoi. En un soir, il a 3 plus belles victoires que certains dans toute leur carrière. Quand on prend ce que ces gens-là ont accompli et ce que lui a fait de ces 3 personnes-là, c'est presque irréaliste à reproduire. Et moi, dans ma tête, ça me vient pas quelqu'un qui aurait pu faire ça dans un tournoi. Et c'est pour ça que le tournoi, des gens comme Topuria, qui sont l'excellence du MMA, tous ces gens qui sont... Volkanovski, parce qu'on citait les 66 Volkanovski, incroyable, qui revient là en plus, qui est, pour moi, avant qu'il y a eu ce petit choc à la tête ou plein de choses, ce gars-là était exceptionnel. Il est exceptionnel. Et c'est des combattants assez intelligents, je pense, pour gérer un tournoi. Exactement. Et ce qu'on voudrait voir, c'était au mieux de voir un peu des conneries, ce qui se passe sur Internet maintenant, 2 contre 1 ou plein de jeux qui est en train de discriminer un peu le La MMA. Russie, hein, tu connais. Parce qu'on comprend pas trop, putain, faites ces trucs-là un peu cachés, on va dire, tu comprends, parce que ça, on s'en fout. Tout ça intéresse personne, ça. Et remettre des tournois et voir ces gens-là, comment ils se débrouillent, justement. Parce que des gens comme Makhachev, qui est excellent, selon le matchmaking, qui va arriver, qui va gérer ses blessures? Parce que moi, je me suis retrouvé en finale, mes moitiés fracassées, et qu'en fin de compte, tu as un vrai échauffement, comme dans un vrai fight. On va dire que tu fais un single fight, tu as une vraie préparation, mais après, c'est juste, tu retournes sur ta chaise. Non seulement tu peux pas avoir d'émotion, si tu as une émotion après la victoire, tu vis tout. Donc, en gros, tu gagnes et puis tu vas te cacher. On reste dans notre bulle. Tu restes dans la bulle et tu peux plus refaire un échauffement qu'on vient plus te chercher. Là, on vient te chercher puis on te dit c'est à toi. Donc là, faut retrouver le calme. Moi, j'ai vu beaucoup de Russes. Ils jouent aux échecs pour rester concentrés juste physiquement, tu comprends, ou mentalement.
Et t'as plus le courage de 3 fights, de te réchauffer. T'as à moitié les côtes pétées, t'as eu des petits bobos. Imagine comment, quand tu fais 3 rounds dans l'état que tu ressors. Et là, voir les nouveaux, justement, la nouvelle génération. En fait, on verrait l'évolution. On parle d'un vieux MMA qui avait des tournois. C'est là où on prenait un peu plus d'argent, puis que, waouh, c'était un peu gladiateur dans le sens... Il y avait un prestige. Ouais. Un prestige. T'es à 16, peu importe le matchmaking, tu dois gérer ça. Et il y a un champion. Il n'y a pas 6 champions. Par exemple, au UFC, il y a 10 fights, il y a 10 champions qui vont être ce soir-là. Non, là, il y a un champion. Et là, qui va ressortir? Ça serait vraiment intéressant. Ouais, ce serait génial. C'est là, quand un tournoi, ben, tu élimines 8 fighters, quoi. Je sais pas si c'est faisable dans le MMA moderne, comme je disais, avec les commissions médicales. Ça serait incroyable à voir. Mais ce serait fou à voir. Ces jeunes modernes qui sont vraiment une Prenez excellente... mon argent si vous le faites, l'UFC. Prenez-le. Direct. Ah, ça serait incroyable. Et vraiment, waouh, ouais, ça serait vraiment incroyable. Là, on verrait vraiment l'évolution du vieux MMA au nouveau MMA. Restant sur cette évolution, le MMA français. C'est légal en France depuis 5 ans, en compétition, depuis 2020. Ça a explosé en 5 ans, vraiment, même la popularité, les regards qui sont sur ce sport, le nombre de champions qu'on a vu éclore aussi, qui sont devenus populaires. Est-ce que tu as un regret? T'aurais aimé être de cette génération-là? Et comment tu juges l'évolution des 5 premières années du MMA français? Ben, tout le monde s'est débrouillé, tu as vu, pour justement être déjà un petit peu dans la France, mais illégal, qu'on va dire. Et il a explosé. Tous les jeunes, j'en ai croisé beaucoup au championnat du monde, qui était en Ouzbékistan cette année, avec Théo, qui a participé là-bas. Aldric m'a envoyé, comme j'étais dans le coin, j'ai été l'aider, j'ai été regarder la nouvelle génération. C'est incroyable. Et en France, ils sont débrouillés comme des professionnels. Depuis 5 ans, ça a vraiment évolué. Il y a encore beaucoup de progrès. C'est au niveau que ces jeunes-là, je pense qu'ils n'ont pas assez de sponsors. Il n'y a pas assez il faut structurer encore beaucoup de choses. Structurer pour pouvoir... Mais tu t'attendais à ce que ça explose autant en 5 ans? Ouais, moi, je me doutais que ça allait, parce que les Français ont toujours aimé la bagarre. Ouais. Donc, dans le sport, tu as vu, tous les Français, toute ma génération en boxe-taille ont été battre les Thaïlandais. La France est devenue un des meilleurs en boxe-taille, en judo, dans plein. Donc, on aime les sports de combat. Cette culture du judo. Cette culture de tout ça et le tout. banner qui ont été au K1. Incroyable. On rappelle qu'il y a des boxeurs de boxe anglaise qui étaient sur TF1. Hein. Les Chozo, les choses comme ça, c'était en prime time sur TF1, ce genre de choses. Et justement, ma génération avec celle d'Aldric, t'avais Anthony Rea dans son coin à lui, t'avais la famille Richaud, t'avais tout, déjà un peu un guerrier ou deux par chaque région qui est vétéran. Et donc, on essayait déjà de donner ça aux jeunes. Et le jour où ça a été légalisé, ouais, ça a explosé. Et donc, t'as des regrets? T'aurais aimé être de cette génération-là, qui a plus de facilité que vous à l'époque, où c'était un peu la galère? Après, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Ouais. C'est ça le truc. Donc, les regrets, je veux pas me dire que ça aurait été des regrets. T'as raison. Je suis né trop tôt, qu'on va dire. C'est juste ça qui me fait chier, parce que j'aurais voulu... Moi, j'aurais juste demandé à mon époque que, en fait, c'est le sport qui était pas structuré. Non. Et j'aurais juste demandé qu'on me donne 3 mois, qu'on te donne un sponsor pour pouvoir vivre. Justement, ce qu'on peut donner aux jeunes maintenant. Et qu'on t'appelle et qu'on te dit, Chris, dans 3 mois, Verdum, ou peu importe. Et en fin de compte, nous, on n'avait pas le choix. C'est là qu'on se regardait. À cette époque-là, moi, je recevais un appel, et c'est quand je raccrochais qu'Aldric, il me disait, je suis avec toi, ou j'y vais. Mais il t'a dit combien? Tu demandais pas combien d'argent, tu savais pas, t'arrivais là-bas. On a passé c'est Verdum dans 3 jours et c'est tout. On a passé tous les aéroports en disant qu'on va en vacances. On n'a jamais dit on va travailler. On revenait dans des états. On se prêtait les coquilles. Bientôt, c'était pour dire qu'on avait même le protège-dents. Un protège-dents pour du moment, c'était vraiment, on était à l'arracher. Et on n'avait pas le choix. Donc t'aurais aimé connaître un truc un peu plus. J'aurais voulu pouvoir montrer les vraies capacités, ou ce qu'on s'est entraîné toute notre vie à un vrai niveau professionnel. Même que j'étais au UFC, qu'on était au Bodog, qu'on a été dans des conditions qui nous ont mis, on était appelés au dernier moment, avec des adversaires qu'au dernier moment, tu sais même pas c'est qui. Ça s'annule au dernier jour, on te remet un autre. En fait, t'arrivais toujours avec à peu près un pourcentage de chance que tu dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Avec une salle d'échauffement où t'es par terre avec des cartons, où on s'est retrouvés dans des chambres d'hôtel avec Aldric, où t'en as 10 qui dorment dedans, que tu dors pas, puis que je dis, putain, allez, viens, je prends de l'argent, viens, on va se payer une chambre normale pour, dans des conditions de fou. Et que les jeunes, ils savent pas, parce que maintenant, c'est beau. Moi, ce que j'ai vu au championnat du monde amateur,
waouh, la fédération, c'est magnifique. 5 cages, les jeunes, tout habillés comme il faut, avec des protections, avec des vêtements qu'on te donne. Moi, mes t-shirts, j'avais des flocages. Avec le fer à repasser, que tu faisais ça le jour J, t'arrivais comme un... Ah, et ça va encore évoluer, parce qu'on a obtenu le statut de sportif de haut niveau. La FMMAF a obtenu ça, donc dans les années à venir, on va encore plus voir d'aide pour ces jeunes amateurs, une équipe de France, exactement. des choses Maintenant, comme ça. les gens ils commencent à comprendre. Et justement, après la victoire à Manon, c'est là où les gens, faut qu'ils se réveillent en France et puis qu'ils apportent aux jeunes, qu'ils structurent encore plus, qu'ils apportent des sponsors, qui peuvent faire des mouvements justement à pas se dire ah c'est un sport violent. Non, c'est un sport intelligent. Accompagner nos champions accompagner ces gens-là justement, ils vont expliquer, mettez vos enfants dans les salles de MMA, ils sauront se défendre, vous allez pas les reconnaître. Moi j'ai des amis à moi un peu partout dans le monde que je lui ai dit regarde, ton enfant, tu es en train de me dire ton fils, il a 8 ans ou 10 ans. Je te demande pas que tu me dises merci, tu me diras merci dans 3 ans ou 5 ans ou même 10. Peu importe ce que ton fils il aime comme sport ou ta fille, mets-le au jiu-jitsu. Les valeurs. Mets-le au MMA. Ton enfant, tu le reconnaîtras pas. Il sera meilleur au tennis. Il sera meilleur au foot. Il sera meilleur dans toute sa vie. Il sera meilleur à la maison. Et il va te revenir. Et le mieux pour toi, si tu as du temps, va faire un tour là-bas. Prends juste une séance par semaine de toi à prendre un petit peu de jiu-jitsu. Va t'imprégner. Ton fils, tu vas le comprendre mieux. Ton fils va vouloir te parler, vous allez comparer vos techniques, tu vas pouvoir l'aider. Et là, tu vas avoir un vrai contact avec ton enfant entre père et fils, mais qui font la même chose. Donc, intéresse-toi à ce qu'il fait. Et justement, tu vas voir que c'est pas violent et que c'est un sport intelligent. Et ton fils, il va revenir, et ton fils qui se balade avec un petit peu la tête comme ça. C'est la dernière fois, j'étais à Moscou. Et j'ai présenté mon ami, justement, son histoire à lui avec son enfant. J'ai dit, viens avec moi, je t'ai organisé dans un gym. Je vais te montrer, c'est le cours des enfants. Et quand je l'ai amené là-bas, t'avais un petit jeune de 8 ans, le champion de Russie, qui était haut comme ça, déjà le cou comme ça, sûr de lui, que tu vois que vraiment la présence, tu vois l'enfant de mon ami, qui était tout timide. Quand les deux sont arrivés, qu'ils ont voulu faire une photo, même mon ami à moi, qui a 40 et quelques années, il a été choqué. Il a dit, waouh! Et comment mon fils, il peut être comme ça? Je dis, réfléchis pas, inscris-le. Et c'est le meilleur move qu'il a fait. Il m'a dit, je te remercie. Je dis, me remercie pas encore, ton enfant, il va changer. Et il est meilleur en tennis, il est meilleur en tout ce qu'il fait. Et j'y fais-le avec lui. Va 1 heure par semaine pour toi. Et quand il va rentrer à la maison, il va te montrer chaud, parce qu'à un moment donné, tu vas même le perdre. Par contre, il va revenir plus respectueux, mais tu vas le perdre au niveau tu seras plus dans le coup. Fais-le pour toi. Tu seras que meilleur. C'est le sport, moi je correspond ça aux échecs. C'est un sport où justement il a été créé par la famille Gracie et que Elio, il était plus frêle que les autres. Donc tout le monde connaît la vraie histoire ou allez la voir sur internet. Et c'est pour quelqu'un de timide, qui avait peur, qui battait les plus forts. Après, quelqu'un de fort va être encore plus fort. On répétera jamais assez combien ça peut apporter ces sports, et c'est pour ça qu'ils sont magnifiques. Exactement. Aussi. Et les enfants, peu importe la direction où tu veux qu'ils fassent des études, non seulement il sera mieux dans ses études, et maintenant quand on voit l'évolution du grappling, quand on voit ce qui se passe, qu'ils sont même au UFC, qu'ils ont signé le jeune, là, l'américain, et quand on voit que des filles, elles ont un niveau d'un autre monde, mais ils se rendent même pas compte, les gens, qu'un adulte, un homme normal qui pense qu'il est fort, pourrait même pas lutter avec une fille comme ça. Et les gens, ils comprennent pas. Donc, mettez vos enfants au grappling, mettez vos enfants au jiu-jitsu brésilien. Laissez-les choisir. Choisissez pas pour eux. Mettez-les et donnez-leur une éducation sportive. Et vous allez même pas y croire. Tu m'as tendu la perche par la dernière question. Tu m'as dit il y a 2 minutes, quand Manon sera championne. On sait d'où vient notre sport en France, le MMA. On sait combien des politiques en ont parlé très mal quand il était encore illégal. Des responsables sportifs, coucou Jean-Luc Rouget, qui disaient des choses ignobles que je veux même pas répéter ici, tellement c'était ridicule. Manon qui serait Jean-Luc Rouget, il vient du judo. Tout à fait. Donc on comprend la jalousie tout de suite. On avait bien compris ce qu'il y avait derrière bien aussi. Compris. Si Manon devient la première championne incontestée à l'UFC, à quel point c'est un symbole fort que ce soit elle, Manon, une femme. C'est important, je pense, par rapport aux clichés qu'ont drainé ce sport, que ces gens ont drainé sur notre sport. Exactement. À quel point c'est important. Exactement. Ça. Exactement. Ben en fait, elle donnerait déjà une leçon de morale à tout le monde. En tant qu'on pense que la femme, elle est un petit peu plus faible, ou tout le monde se bat un petit peu aussi dans le MMA sans critiquer
il y a personne à critiquer là-dedans. Et les gens sont tous en train de se demander quel est le français ou pas qui va être heureux. Manon, elle représente très bien le pays. C'est une Française. Et ça serait... C'est son tour à elle, on va dire. C'est sa place à elle de faire ça. Elle le veut plus que tout le monde. Et qu'elle le réalise. Nous, on est là pour l'aider à réaliser ça. Et puis, justement, donner une leçon de qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Pour moi, une femme qui fait du fight comme elle, c'est une fighteuse. Il n'y a plus de différence entre l'homme ou la femme. Pour moi, c'est une fighteuse. Un homme qui va se mettre devant, elle va se défendre. Donc, tu vas te fighter. Donc, c'est plus une femme qu'on dirait une femme comme tous les jours. C'est une fighteuse, c'est une guerrière. Et donc, il y aura plus personne va se battre. Plus personne va se dire, ah, c'est moi ou c'est Cyril ou c'est moi. Je respecte tout le monde. Tous les fighters méritent tout le monde le voudrait. Tout le monde a eu à peu près sa date, sa place. Jusqu'à là, personne n'a pu le faire. C'est à Manon de le faire. Et elle va le faire? T'as aucun doute dans ton esprit? Aucun doute. Merci Christophe. On se retrouve à Montréal, non? Plaisir. Pour vivre ça en inside avec toute l'équipe. Et on va vous accompagner sur Jab Life pour vivre cet événement historique, ce grand rendez-vous pour le MMA français. Merci monsieur Christophe Midou. C'était un plaisir et un honneur de pouvoir converser de MMA avec toi. Et on se retrouve très très vite sur Jab Life pour de prochains contenus autour de ce rendez-vous Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko le 10 mai à Montréal, UFC 315. À très vite tout le monde. Ciao, ciao.